Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Aziz en arabe. Je suis kiné libéral, je fais que de la rééducation de l'épaule depuis déjà 3 ans. Je suis également formateur en formation continue, donc j'ai quelques conflits d'intérêts. J'interviens dans des congrès comme celui-ci. Et je suis ce qu'on appelle un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Donc on va parler de la rééducation post-opératoire de l'épaule. Et vous allez voir qu'il y a une certaine base commune, c'est-à-dire des principes en commun qui peuvent s'appliquer à toute chirurgie de l'épaule. Avant de parler du post-opératoire, qu'est-ce que vous connaissez? Donc si vous avez participé un petit peu à la présentation, qu'est-ce que vous connaissez comme chirurgie pour l'épaule? Les coiffes, la targée, donc l'instabilité, les prothèses, la chromoplastie, c'est la coiffe, l'arthrodistension, c'est une chirurgie, prothèse inversée anatomique, c'est de la coiffe. Ouais, c'est sur la coiffe. Qu'est-ce qui reste? Post-traumatique, donc post-fracture, tout ce qui est ostéosynthèse. Ok. Il manque luxation de qui? De l'épaule. Ouais, on a dit les instabilités. L'acromioclaviculaire. Donc, on a les ruptures de coiffe, on va faire des réparations de coiffe, donc c'est pas nous qui allons faire ça, c'est les chirurgiens. On a les instabilités, donc les chirurgiens vont venir faire des butées pour stabiliser la gnu-humérale. On a les atteintes acromioclaviculaires, on a les épaules, les prothèses, les arthroplasties, donc les prothèses anatomiques et les prothèses inversées. Et on a les fractures, sachant que la grande majorité des fractures ne vont pas nécessiter une ostéosynthèse. Avant de parler du post-opératoire, on va parler déjà du pré-opératoire, parce qu'il y a des choses à faire en pré-opératoire avant de passer au post-opératoire. La première chose déjà, c'est de mettre un cadre, de connaître les attentes du patient, pourquoi le patient veut se faire opérer, et le projet du patient, les objectifs du patient. Et puis après, l'éducation à la douleur, on parle que de ça depuis ce matin, donc je ne vais pas revenir à l'éducation à la douleur. L'éducation au post-opératoire, il faut expliquer aux patients les délais de cicatrisation, les choses à faire et les choses surtout à ne pas faire, et puis peut-être lui montrer comment enlever et mettre la plaie. L'arrêt du tabac, pourquoi? Parce que le tabac, c'est un très gros facteur de mauvais pronostic dans les chirurgies de l'épaule. Nous, on est beaucoup sur tout ce qui est mécanique, sur tout ce qui est anatomique. Il y a aussi des facteurs, vous allez voir, qui sont en lien avec un mauvais pronostic sans que ça soit vraiment en lien avec la chirurgie elle-même. Et puis, toute raideur d'épaule en préopératoire, c'est un très gros facteur de risque de récidive de raideur après. Justement, la raideur, c'est la plus grosse complication post-opératoire. Par contre, toute raideur n'est pas une chirurgie, n'est pas une capsulite. Une capsulite, une épaule gelée, c'est un diagnostic à part. Toute raideur n'est pas une capsulite. La capsulite, c'est un diagnostic à part. Il y a des facteurs de risque en préopératoire aussi à évaluer chez les patients pour voir s'ils vont faire des capsulites ou pas. Comme l'anxiété préopératoire, le sexe féminin, malheureusement le fait d'être une femme, c'est un très gros facteur de risque de faire une capsulite. Et puis après, le lien professionnel, notamment les patients qui se font opérer suite à l'accident du travail. La rééducation précoce limite le risque de raideur. Et on va voir que la rééducation précoce est un très grand facteur de bon pronostic. Alors, cette base commune, je vais vous montrer un tout petit peu tout ça, et après, on va en parler item par item. Donc, on va parler de l'immobilisation, la mobilité précoce, la décharge, l'optimisation corticale. Vous allez voir qu'on rééduque l'épaule, mais on rééduque surtout le cerveau du patient. Et puis après, l'éducation en neurosciences de la douleur, on en a parlé toute la journée, l'apprentissage des exercices à faire à la maison, le rachis cervical, le pendulaire et la balnéothérapie. Alors, on va commencer par l'immobilisation. Il faut savoir que c'est chirurgien dépendant. Qu'est-ce que ça veut dire chirurgien dépendant? C'est-à-dire qu'il y a des chirurgiens qui vont vouloir immobiliser le patient 4 semaines, on a d'autres c'est 5 semaines, on a d'autres c'est 6 semaines. Et ça dépend vraiment des chirurgiens. Et j'ai lu une étude il n'y a pas très longtemps, ils ont dit que plus le chirurgien était expérimenté, et plus il mettait une immobilisation qui était
pas très longue. C'est-à-dire, plus le chirurgien est sûr de son montage, de ce qu'il a fait, et plus il va mettre à 3 semaines, 4 semaines, il ne va pas chercher à faire 6 ou 7 semaines. Moins on immobilise, mieux c'est. Plus le patient bouge tôt, et mieux c'est. Résultat similaire sur la douleur et la fonction dans les études. C'est-à-dire, si le patient bouge plus tôt, on aura un très grand facteur de bon pronostic. Par contre, c'est vraiment utile chez les patients qui sont maladroits. Il y a des patients qui sont très maladroits, qui veulent aller plus rapidement que la cicatrisation, plus rapidement que la nature. Et ces patients-là, c'est vraiment utile chez eux de proposer une immobilisation et de les garder plus longtemps. Et la dernière étude que j'ai lue, c'était il y a 3 semaines. Plus les patients comprennent pourquoi ils doivent mettre la telle, et plus ils vont garder la telle. Et plus les patients ne sont pas renseignés par rapport au bénéfice de la telle, plus ils ne vont pas obéir aux consignes. C'est pour ça que la telle, ce n'est pas juste une attelle, il faut expliquer aux patients pourquoi c'est pertinent de mettre la telle. Et s'adapter à chaque contexte. Il y a des patients qui ne sont pas maladroits, on ne va pas trop leur conseiller de garder la telle. Il y a des patients qui sont obéissants, on va dire, qui sont calmes, qui ne vont pas chercher à aller plus loin, plus rapidement que la nature. Et bien ces patients-là, on peut leur conseiller d'enlever la telle, par exemple, chez eux. La mobilité précoce. La mobilité précoce augmente le sentiment d'auto-efficacité, c'est-à-dire la capacité d'aller mieux par lui-même. Et puis derrière, ça rend le patient acteur face à la douleur. Ça engage le patient dans le processus de soins. Et on croyait avant que plus le patient bougeait tôt, et plus il y avait des risques de rupture de coiffe. Et ça, c'est faux selon les études. Si on enlève la tête très rapidement et qu'on bouge le patient, il n'y a pas plus de risque de ça, de faire de rupture itérative de la coiffe. Pas de différence sur la force, et puis la récupération est plus rapide dans la fonction. Plus le patient va bouger plus tôt, et plus la fonction va récupérer plus rapidement chez le patient. Pareil, toujours une approche individualisée avec une réponse symptomatique acceptable. C'est-à-dire, si vous voyez que plus le patient bouge tôt et plus il a des symptômes, on va se calmer et on ne va pas le faire bouger plus longtemps. Par contre, si vous voyez que le patient n'est pas très douloureux, qu'il accepte très bien de bouger plus tôt, vous devez engager le patient dans une mobilité précoce. L'éducation à la douleur, on en a parlé toute la journée. Il faut expliquer aux patients que la douleur, elle est multifactorielle. Vous n'avez pas mal juste parce que vous avez fait l'opération. La douleur, il y a plusieurs aspects autour de la douleur. La notion d'irritabilité est propre à chaque patient. Comprendre les perspectives d'évolution qui sont propres encore à chaque patient, les peurs et les croyances. La chirurgie, c'est une agression. D'accord ? Et il faut vraiment rassurer les patients après la chirurgie. Et puis, la prise en charge doit être globale. Le sommeil, la nutrition, l'arrêt du tabac, tout ça, c'est des facteurs qui rentrent en risque et c'est des facteurs pronostiques. L'optimisation corticale, on va parler un petit peu d'imagerie motrice très rapidement. D'imagerie motrice, on parlait juste à l'instant. L'imagerie motrice, pourquoi c'est utile? Parce que le patient ne bouge pas et on ne peut pas trop le faire bouger. Et pourquoi c'est utile? Parce que ça active exactement les mêmes aires corticales et sous-corticales que lorsqu'on fait un vrai mouvement. C'est-à-dire, si je ferme les yeux et si je m'imagine en train de lever le bras, j'active exactement les mêmes parties du cerveau quand je fais ça. D'accord? Et comme pour l'instant, on ne peut pas faire bouger le patient plus que ça, et ben on va lui proposer peut-être de l'imagerie motrice. Il y a 3 piliers à l'imagerie motrice. Vous avez la thérapie miroir, vous avez les mouvements imaginés, et vous avez aussi la reconnaissance de latéralité. Et je pense qu'on peut inclure aussi la réalité virtuelle comme une sorte d'imagerie motrice. Sachant que la capacité imaginée n'est pas du tout la même chez tout le monde. Vous allez demander à des patients des fois de s'imaginer en train de faire un mouvement, ils vont vous dire « j'y arrive pas du tout ». Il y a même des questionnaires dans la littérature qui évaluent la capacité d'imaginer des patients. Vous avez par exemple le KVIQ, K-V-I-Q, c'est un questionnaire qui est destiné aux patients pour savoir est-ce qu'ils sont de bons imaginateurs ou pas. L'imagerie motrice est plus efficace si on intègre un vrai mouvement. Mais là, on s'était dit qu'on ne pouvait pas vraiment bouger le patient, donc ça ne nous concerne pas trop en post-opératoire. Augmenter le temps de travail dans les autres études difficiles semble apporter plus de résultats, et la technique est réalisée bien sûr dans un endroit calme et après avoir expliqué aux patients pourquoi vous faites de l'imagerie motrice. Si on reste dans la rééducation du cerveau, on peut aussi inclure tout ce qui est main. Pourquoi on va parler de la main? Parce que le rôle de l'épaule, finalement, c'est quoi? C'est d'orienter la main dans l'espace. Et dès que la main ne bouge plus, l'épaule ne bouge plus, et inversement, l'épaule ne bouge plus, la main ne bouge plus. Et on sait dans la littérature aujourd'hui qu'il y a une corrélation entre la force de grippe, donc de serrage de main, et la force de la coiffe des rotateurs.
Ok? Donc je ne vous dis pas de renforcer la main pour renforcer la peur des rotateurs, mais plutôt par un mécanisme cortical, on peut faire des serrages répétés de la main pour activer la coiffe des rotateurs. On n'est pas en train de renforcer, on est en train d'activer la coiffe des rotateurs à travers le cerveau. Okay. Donc demander les serrages à répétition et continuer à utiliser la main dans les secteurs que le patient peut atteindre. L'éducation croisée. C'est quoi l'éducation croisée? On est en train de rééduquer le cerveau encore. L'éducation croisée, c'est cross education, c'est le fait de travailler le membre contralatéral. Pareil, on est sur des mécanismes corticaux. En fait, on a fait des études, ça a été fait plus sur les genoux, plus que sur l'épaule, mais on a les mêmes études qui sont apparues par la suite. Le fait de travailler, de renforcer l'épaule gauche, renforce aussi l'épaule droite. D'accord? Il y a des protocoles à suivre, il faut travailler, le travail excentrique marche mieux, à forte répétition, etc. Mais on peut inclure ça. Par contre, il faut expliquer ce que vous faites au patient. Si le patient se fait opérer de l'épaule droite et qu'il vient dans votre cabinet et qu'il repart avec l'exercice à gauche et qu'il ne sait pas pourquoi, il ne va pas revenir vous voir. La décharge, tout simplement, c'est le fait de profiter de la pesanteur. On peut faire de la décharge sur le dos comme ça, c'est des choses très simples, c'est de l'autoplacie, c'est le patient qui s'automobilise tout seul. On sait de la pesanteur, mais c'est vraiment utile de travailler en décharge durant les 6 premières semaines. Par contre, la décharge, ce n'est pas que ça, vous allez voir que la décharge, ça peut être aussi juste des glissements comme ça. Et on ne peut pas rompre une coiffe en faisant des choses comme ça. Et on ne peut pas luxer une prothèse en faisant des choses comme ça. Et vous ne pouvez pas péter une acromio-claviculaire en faisant des choses comme ça. D'accord? En fait, ce que j'ai discuté avec Rémi ce matin, on a des drapeaux jaunes, des facteurs psychosociaux, nous aussi en tant que kiné. Des fois, on a plus peur que le patient de bouger. Le patient, il vient, il s'est fait opérer, il a peur de bouger, et on a nous-mêmes plus peur que le patient. D'accord? N'ayez pas peur, en faisant des choses comme ça, vous ne pouvez pas abîmer quelque chose. Là, par exemple, on met un J2 d'une réparation de l'acromio-claviculaire et une suture du subscapulaire. Si vous aimez bien les ballons de clin, vous pouvez faire des choses comme ça. Le patient juste fait juste des mouvements du tronc. Donc la décharge est votre allié durant les 6 premières semaines post-opératoires. Le rachis cervical, il est très important d'évaluer le rachis cervical. On sait aujourd'hui que les patients qui ont des douleurs au rachis cervical et les patients qui ont des raideurs au rachis cervical en préopératoire, ils vont plus galérer en post-opératoire d'une réparation de coiffe et d'une prothèse. D'accord? Et je pense que c'est valable pour toutes les chirurgies de l'épaule. Si vous ne voyez pas le lien entre la rachis cervicale et les douleurs d'épaule, on peut y passer 3 heures, mais je pense qu'on n'a pas le temps. C'est un très gros facteur de mauvais pronostic. Vous pouvez faire des mouvements répétés. Ceux qui ont fait McKenzie connaissent très bien les mouvements répétés. Vous pouvez très bien faire de la thérapie manuelle. Si vous voyez qu'il y a des fourmillements, des engourdissements, des choses comme ça, il faut faire un bilan neuro et aller chercher la mécano-sensibilité. Et puis le fameux pendulaire, on dit que c'est l'aspirine de l'épaule. L'aspirine de l'épaule, tous les chirurgiens aiment le pendulaire. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la majeure partie du mouvement du pendulaire ne se passe pas dans la glande humérale. Le pendulaire, il sollicite beaucoup la scapulothoracique et le tronc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire du pendulaire ou que le pendulaire ne sert à rien. Si le patient vous dit qu'il fait du pendulaire et que ça le soulage, qu'il fasse du pendulaire. Si le patient vous dit qu'il fait du pendulaire et il a plus mal après, qu'il fasse plus de pendulaire. Dites-vous en rééducation de l'épaule, en post-opératoire ou pas d'ailleurs, il n'y a aucun exercice qui est indispensable. Il n'y a aucun appareil qui est indispensable. Il n'y a rien d'indispensable dans une rééducation de l'épaule, que ce soit en post-opératoire ou sans chirurgie. La balnéothérapie, encore une croyance très ancrée dans les chirurgiens, surtout à Lyon en tout cas, il faut faire de la balnéothérapie. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que si on fait des protocoles avec ou sans balnéothérapie, il n'y a pas de plus-value de faire de la balnéothérapie. Encore une fois, c'est vraiment chirurgien dépendant, mais aussi patient dépendant. Si le patient est soulagé par la balnéothérapie, il fasse de la balnéothérapie. Si le patient n'est pas soulagé par la balnéothérapie, il arrête de faire de la balnéothérapie. Encore une fois, il n'y a rien d'indispensable dans une rééducation. Ça peut apporter des effets chez les patients qui ont une grosse kinésiophobie. C'est quoi la kinésiophobie? C'est la peur du mouvement. Et dès qu'on met quelqu'un dans une bassine chaude, entouré de personnes, ça a un aspect social et c'est effet contextuel, donc le patient va mieux bouger.
Et s'il y a un message à retenir de tout ce qu'on a entendu aujourd'hui, de tous les intervenants, c'est vraiment de traiter un patient. On ne traite pas une épaule, on ne traite pas un genou, on ne traite pas une cheville, on traite un patient qui a mal à l'épaule, à la cheville ou au genou. On va parler très rapidement. Ah ben j'ai fait les complications, mais c'est pas passé. Et bien avant de retenir, vous allez me dire, c'est quoi les complications les plus fréquentes pour une rupture de coiffe? La rupture de coiffe, tout simplement. La rupture itérative. C'est quoi les complications les plus fréquentes pour les instabilités? Les reluxations. Donc c'est un échec de l'instabilité. C'est quoi les complications les plus fréquentes pour les prothèses? C'est la luxation. C'est la luxation de la prothèse, surtout dans les prothèses inversées. Ok. Quoi d'autre? Raideur, ouais. C'est rare, ouais. Si vous avez une patiente, j'avais mis la vidéo, mais ça m'a. Je ne sais pas pourquoi ça dit ça. Si vous avez une patiente qui s'est fait opérer d'une prothèse inversée et qui vient vous voir 7-8 mois après, vous lui dites de lever le bras, elle vous fait ça. L'épaule pseudo-paralytique, qu'est-ce qu'on fait? En bilan déjà. Au bilan, qu'est-ce qu'on fait? Le MG, ouais. Qu'est-ce que vous cherchez à l'EMG? Le nerf axillaire. Pourquoi on cherche le nerf axillaire pour une prothèse inversée? Ouais. On a besoin de quoi dans une prothèse inversée pour lever le bras? De quel niveau? De blétoïde. Si vous n'avez pas de blétoïde dans une prothèse inversée, la prothèse inversée ne va pas fonctionner. D'accord? Il n'y a plus de quoi dans une prothèse inversée, c'est même l'idée de la prothèse inversée, c'est qu'elle fonctionne grâce au blétoïde. Si vous voyez une prothèse inversée vous faire ça, vous demandez directement l'EMG pour voir est-ce que le nerf axillaire est là ou pas. Le nerf axillaire, il innerve le blétoïde. D'accord? On a besoin de blétoïde. C'est quoi la complication pour les acromioclaviculaires? La grosse complication des acromioclaviculaires. Ouais, qu'est-ce que vous voyez? Comment vous la voyez? La touche de piano. On voit la touche de piano, donc vous voyez la clavicule monter comme ça. D'accord? Si vous voyez la clavicule monter comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit au patient? C'est un échec de l'opération. Ouais. Pourquoi? Exactement. Parce que le patient peut avoir une touche de piano, donc vous voyez le truc, c'est spectaculaire, vous avez voyé la clavicule monter, et le patient va très bien. Le patient n'a pas de douleur, le patient vit très bien sur le plan fonctionnel. Par contre, effectivement, c'est pas très beau. Donc, le patient il est comme ça, vous lui dites, sur le plan esthétique, moi je peux rien faire, sur le plan fonctionnel, je peux vous aider. Ok? On a fait, je pense, toutes les complications, malgré que vous les êtes pas ici. Donc on va faire juste une petite synthèse de tout ça. Qu'est-ce qu'on va retenir? Il y a une base commune, donc des principes qu'on peut appliquer à toutes les chirurgies de l'épaule. Là, on ne peut pas faire toutes les spécificités pareilles. Il va nous falloir 3 jours pour faire tout ça. Et puis après, plus le patient bouge mieux, et mieux. La décharge est très utile. Profitez de la pesanteur pendant les 6 premières semaines. Le rachis cervical, il faut l'évaluer en préopératoire et en post-opératoire. Le pendulaire ne stimule pas vraiment la ligne numérale. Ça ne veut pas dire qu'il est inutile, ça veut dire qu'il n'est pas indispensable. La balnéothérapie n'est pas indispensable. Le patient est à considérer dans son ensemble. On traite une personne et on ne traite pas une épaule. Et puis à la fin, pensez à l'optimisation corticale, donc on rééduque le cerveau avec les serrages de main, avec l'imagerie motrice et avec tout ce qu'on a vu, l'éducation croisée, close education. Merci. Ça dépend de quoi? Toi, tu as fait une bonne formation. Il y a des muscles qui il y a le système supplémentaire. Je vais vous donner un chiffre. Plus de 65% des patients, plus de 90% des patients qui ont 65 ans et plus ont des ruptures de quoi? Asymptomatiques. C'est des patients qui n'ont jamais eu mal à l'épaule. C'est des patients asymptomatiques. Est-ce qu'il faut les opérer? Non. Ok, donc on n'opère pas déjà toutes les ruptures de coiffe. Ça s'appelle des ruptures dégénératives. C'est un vieillissement naturel des tissus. Il faudra distinguer ça de quoi? De la rupture traumatique.
Dès que la rupture est traumatique, fait suite à un traumatisme, on est sur un autre tableau complètement différent. D'accord? Et plus le patient est jeune, plus il faudra l'opérer. Parce que plus le patient est jeune, plus il va demander des choses à son épaule. Et plus le patient est âgé, plus on va retarder l'opération. Donc on n'opère pas toutes les ruptures de coiffe, surtout pas les ruptures dégénératives, qu'on appelle, les chirurgiens appellent ça des ruptures d'usure, tout simplement. Ce n'est pas forcément symptomatique. On peut très bien vivre sans supraépineux. On n'a pas de supraépineux, il n'y a pas de problème. On peut vivre sans supraépineux. On va recruter les autres muscles de la coiffe pour différencier ça. Qu'est-ce qu'on va opérer comme rupture de coiffe? Des ruptures partielles, on les opère jamais, sauf si le chirurgien a un créneau la semaine prochaine et qu'il veut de l'argent. Sinon, on n'opère pas les ruptures partielles de coiffe. On rééduque et ça répond très bien à la rééducation. Par contre, j'ai vraiment un conseil à vous donner, à vous kinés, et surtout les jeunes kinés, n'ayez pas peur. Parce que nous, moi, au début, quand je disais rupture de coiffe, je dis, je peux rien faire, rupture de coiffe. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est déjà aggraver le patient, parce qu'on va aggraver sa situation vers une rupture de coiffe. Moi, je touche ça. Rassurez-vous, la majorité des ruptures de coiffe, même traumatiques, on arrive à la rééduquer. Il y a des ruptures traumatiques qu'on peut rééduquer. D'accord? Donc, déjà, vous rassurez, c'est pas parce que le patient vient avec une rupture de coiffe qu'on ne peut pas le rééduquer. Par contre, ça dépend de quoi? Encore une fois, du bilan. Qu'est-ce qu'il faut faire du bilan? Il faut attendre un tout petit peu, vous avez une phase inflammatoire après la rupture de coiffe, et puis on rééduque la fonction. Dernier conseil, quand vous rééduquez une rupture de coiffe, et je vais arrêter là, concentrez-vous sur la fonction et non pas sur la douleur. Parce que si vous récupérez la fonction, que le patient arrive à monter le bras et à refaire des choses avec son épaule, la douleur, ce n'est pas un problème. La douleur, on s'était dit que 1, c'est multifactoriel, et 2, s'il reste quelque chose, on la filtre et on ne parle plus. Il fait l'infiltration et c'est fini la douleur. On rééduque la fonction. Par contre, si vous n'arrivez pas sur la fonction d'ici 3 mois, c'est que vous n'allez jamais y arriver et il faut envoyer le patient se faire opérer. Ok? Mais la prochaine fois, on parlera des ruptures de coiffe. Est-ce que vous avez des questions?